Mardi 28 avril 2020, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h, voici les titres. Une campagne électorale essentiellement médiatique, c'est une première au Bénin et le top sera donné vendredi prochain, premier jour de campagne pour le compte des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Comment les organes de presse réquisitionnés à l'occasion se préparent? Élément de réponse dans ce journal. Encore du matériel de riposte contre le Covid-19 pour le Bénin. Le pays reçoit la deuxième partie du don de la Fondation Jack Ma à l'Union européenne qui lui est destinée. Les deux principaux marchés de la ville de Porto-Novo sont en chantier 3 mois après la remise des sites à l'entreprise retenue. Comment évoluent les travaux? À quand la reconstruction totale et le relooking complet de ces marchés? À suivre dans ce journal. Les détails avec notre équipe en région Ouémé Plateau. Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. La campagne électorale pour l'élection communale et municipale du 17 mai prochain s'ouvre vendredi. Une campagne essentiellement médiatique qui implique un fort travail au niveau des organes de presse réquisitionnés à l'occasion. À quelques jours du démarrage de l'enregistrement des messages, une équipe de la rédaction de Canal 3 est allée voir comment les organes de presse s'apprête. Voici le reportage de Tanguy Agoy. Ici, c'est le siège de la Radio Nationale. La grille des programmes attend de faire sa petite toilette de circonstance pour se mettre au goût et aux exigences de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui veut une campagne électorale essentiellement médiatique. L'idée dans sa mise en œuvre désosse le contenu de la grille de la radio-mère et la soulage d'un important nombre de programmes. Ici, il faut sortir près d'une vingtaine d'émissions. Et là, vous comprenez aisément que quand vous sortez ce nombre d'émissions-là, ce nombre impressionnant d'émissions, alors qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de ces émissions-là? Et c'est là tout le casse-tête. Depuis 2 semaines, cette cellule travaille à trouver la formule magique. L'idée de la musique à longueur de journée pour combler les vides est une solution jugée un peu trop facile ici. Le chef a sa petite alternative en tête déjà. Je me focalise sur les anciennes œuvres professionnelles des aînés. Je vais puiser dans les archives pour voir ce qu'il faut passer à la place de ces émissions. C'est vrai, une grille de programme doit respirer. C'est ça la musique. Mais mettre la musique à longueur de journée, comme si on était dans un VIP, ce n'est pas possible en radio. Au service technique de la maison comme à la rédaction, où le personnel est déjà astreint à un nouveau redéploiement adapté à la gestion et au respect des mesures contre le coronavirus, on n'est pas tellement embarrassé. Tout est déjà prévu en effet pour les éventuelles situations à venir. Du point de vue de la production, nous avons déjà une façon de programmer les agents sur la production. Donc on a tenu compte de ceci pour faire la programmation. Il n'y aurait pas de problème. Nos éditions vont toujours faire, les grandes éditions vont toujours faire 25 minutes, parce que c'était à 35, on les a ramenés à 25. Et les petites éditions feront toujours 10 minutes. Je ne crois pas, on aura toujours de la matière. À la télévision, on a déjà intégré ces difficultés liées au contenu des programmes et à la grille à maintenir vivante et attrayante tout au long de la période. Le souci est plutôt à la bonne réussite des passages et là-dessus, les hommes des médias attendent beaucoup des partis politiques. Nous avons soumis nos doléances et nos préoccupations afin que ces partis-là, leurs représentants, puissent être à l'heure et se préparer au mieux avant de venir faire les enregistrements. Mettre à nos dispositions leurs attributs à l'avance, la veille, pour nous permettre à nos équipes également de faire le travail au mieux. Un autre souci partagé par les organes de presse dans cette formule de déroulement de la campagne électorale, c'est le manque à gagner financier qu'impose ce procédé. Dans le privé, on met le sens du patriotisme en avant. Et dans le public, on est a priori habitué. Après tout, nous sommes quand même au service de la nation. Et notre mission première, c'est le service public. L'argent ne va pas rentrer.
mais ce n'est pas à tout moment. Ça va passer, le Covid, ça va passer, il y aura d'autres élections. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, nous sommes obligés, vous avez dit dans certains de vos reportages, qu'il y a eu un genre de réquisition. On s'en tient à ça et on avance. La campagne électorale s'ouvre vendredi prochain. Mais déjà, les partis politiques sont attendus à partir de ce mardi pour l'exercice de mise en boîte des messages. Une nouvelle expérience dans la vie démocratique du Bénin, engagée depuis 30 ans maintenant. Et toujours dans le cadre des élections communales et municipales, une série de formations est lancée par la Commission électorale nationale autonome. L'institution chargée d'organiser les élections renforce les capacités de ses agents électoraux. La formation des formateurs a eu lieu hier au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Le compte-rendu est signé Ulrich Gaba et Moufi Tsaboua. À quelques semaines du scrutin du 17 mai, la Commission électorale nationale autonome renforce les capacités de ses agents. C'est une série de formations prévues pour mettre tous les agents électoraux au même niveau d'information conformément au test du nouveau code électoral. L'opération commence par la formation des formateurs. Depuis que la Sénat est là, il a été mis en place un plan de formation. D'abord, certains ont été sélectionnés pour aller à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour suivre une formation d'1 an. Ensuite, d'autres ont fait la chaire UNESCO. Et ce sont ceux-là qui sont les formateurs. Vu que le nombre n'est pas encore suffisant, on a repêché au sein de la société civile des personnes ressources qui ont l'habitude d'aller faire ce genre de choses à l'extérieur sous le couvert des organisations internationales. Donc il y en a une quarantaine, c'est eux qui sont les formateurs et à partir du 3 mai, seront déployés sur le terrain pour assurer la formation des autres agents électoraux sur le terrain. Au cours de cette première formation, scindée en 3 modules, les participants sont entretenus sur le rôle et les responsabilités des agents électoraux, la fonction des documents électoraux, leur remplissage et les irrégularités à ne pas commettre. La recherche permanente de la perfection fait que le législateur apporte des modifications, surtout en tenant compte de l'évaluation des élections antérieures. Et c'est pour sensibiliser le personnel dont je parle, les agents électoraux, à ne pas commettre des gaffes pour dire « je sers mon pays et voilà que je suis emprisonné ». Donc, à chaque étape du processus électoral, s'il y a une infraction, ce que prévoit le code l'agent sera renseigné là-dessus de façon à ce qu'on lui évite de tomber sur le coup de l'urgence pour commettre des impairs. Mais le fait que ce sont des magistrats, déjà, est rassurant. Le problème, c'est au niveau des membres de poste de vote. Mais non seulement il y a une communication là-dessus, mais des plaquettes sont éditées pour être mises à la disposition de chaque agent électoral. Nous en comptons à peu près une 50aine de mille. Donc chacun aura sa plaquette, son guide et un tableau de bord qui lui répertorie tous les actes à poser et à ne pas poser. Consciente de la sensibilité de cette période électorale à cause de la pandémie du coronavirus, la Sénat forme également ses agents électoraux sur les exigences de la logistique électorale face à la COVID-19. Le contexte du COVID-19 nous oblige à prendre des mesures supplémentaires. Je prends par exemple le cachet à voter. C'est un seul cachet qui est au poste de vote et qui change de main à chaque électeur qui arrive. On remet ce même cachet pour aller faire son choix. Nous avons recommandé et le gel hydroalcoolique est disponible au niveau de tous les postes de vote, de sorte qu'à chaque fois qu'un électeur utilise ce cachet, quand il le ramène, il soit nettoyé au gel désinfectant ou au gel hydroalcoolique avant qu'un autre électeur puisse en faire usage. Mais chaque électeur qui arrive au poste de vote sera doté d'un masque, doit pouvoir se laver les mains et enduire ses mains du gel avant de se présenter devant les agents électoraux qui auront des gants, qui vont porter des masques et qui auront le gel également à disposition. À travers cette série de formations entamées, la Sénat compte ainsi placer chaque agent électoral devant ses responsabilités afin qu'aucune erreur ne soit commise, ni consciemment, ni par inadvertance. Retrait par le Bénin de son protocole à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette information entraîne beaucoup de commentaires. Le gouvernement décide d'apporter des clarifications. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, à travers une déclaration rendue publique hier, nous apporte des explications. Je vous invite à le suivre. Il est au micro de Narcisse Alossé et Rachidi Soubéo. En ce qui concerne notre pays, justement, le Rubicon a été franchi à l'occasion d'un contentieux opposant depuis
quelques mois, au Bénin, la Société Générale de Banque, SGB, a une société dénommée Société hôtelière de restauration et loisirs au sujet du remboursement d'un important crédit avoisinant 15 milliards de francs CFA. La Cour africaine, alors là, s'est abstenue d'en aviser la Société Générale, mais plutôt a notifié le recours le 18 février à l'État béninois qui n'était pas parti à la procédure, en lui impartissant un délai de 8 jours pour répondre à la demande de sursis à exécution. Le 28 février 2020, soit exactement 14 jours après sa saisine, elle rendait une ordonnance faisant injonction à l'État béninois d'empêcher l'adjudication. C'est dire qu'en cette affaire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était radicalement incompétente et n'avait même pas pouvoir d'ordonner des mesures provisoires. La Cour africaine, non contente de s'aventurer sur un domaine qui n'est pas le sien, a fondé en l'espèce sa décision de sursis sur une méprise grossière du régime juridique du titre foncier en République du Bénin. Dans ce dossier, je dois le dire, le mal jugé est si manifeste, d'autant plus qu'il en résulte une grave remise en cause des fondements même du droit OHADA, dont les dispositions se trouvent dorénavant conjointement justiciables de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, de l'OHADA et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, au mépris des mandats distincts donnés à chacune de ces juridictions par les États membres. De toute évidence, les errements de la Cour sont devenus une source d'insécurité judiciaire et juridique qu'il est de la responsabilité des gouvernants de porter remède. Ce sont donc ces considérations qui ont amené le gouvernement de la République du Bénin à prendre la décision de désengagement pour ce qui concerne la compétence de la Cour relativement aux requêtes individuelles et des ONG. Dans un tout autre chapitre maintenant, le Bénin vient de recevoir la deuxième partie de sa part de don de la Fondation Jack Ma de l'Union européenne, annoncée depuis quelques semaines. Le matériel de riposte contre le Covid-19 est arrivé hier à l'aéroport international Cardinal Bernadette Gantin de Cotonou. Il a été réceptionné par le ministre de la Santé. Compte rendu Ali Moumouni Moufitsagoua. Le cargo éthiopien, à nouveau sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Au déchargement, 2 palettes d'équipements médicaux et de protection pour la riposte contre le Covid-19, réceptionnés par le ministre de la Santé et le représentant résident de l'OMS au Bénin. Il s'agit des matériels offerts à l'Union africaine par l'homme d'affaires chinois Jack Ma. Et cette cargaison est la part du Bénin. Il s'agit effectivement de la deuxième partie du don de la Fondation Jack Ma, qui est composé de 18 900 kits de prélèvement et 18 910 kits d'extraction d'ARN pour le laboratoire, de 9 500 gants, de 5 respirateurs, de 36 thermoflash pour prendre la température et de 3 700 équipements de protection individuelle pour les sites de prise en charge, ainsi que de 3 700 masques faciaux pour la protection lors des prélèvements. Et c'est le lieu encore de remercier encore une fois la Fondation Jack Ma et également le peuple chinois pour cet appui, cet élan de solidarité manifesté à l'égard du peuple africain au cours de cette pandémie que nous traversons. C'est le lieu également de saluer l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et du programme alimentaire mondial qui nous ont permis l'acheminement et l'arrivée à bon port de ce don. Ces intrants viennent renforcer le dispositif de riposte déjà installé par le Bénin. Et selon le ministre de la Santé, ces équipements serviront au prélèvement qui permettra de mener à bien le diagnostic du Covid-19. Et on s'intéresse à présent à la conférence des chefs d'État de l'espace UEMOA. Ils ont échangé hier par visioconférence. C'était un sommet extraordinaire qui leur a permis d'aborder un certain nombre de sujets d'actualité dans l'espace UEMOA. Le ministre des Finances du Bénin nous fait le point de cette rencontre. Nous venons d'achever une conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, conférence à laquelle le chef de l'État a participé.
Ça a été l'occasion pour l'ensemble des chefs d'État de l'UEMOA de faire le tour d'horizon des mesures prises au sein de l'Union pour faire face à la crise du coronavirus. Ça a été également l'occasion pour chacune des institutions de l'Union, que ce soit l'autorité de régulation des marchés financiers, la BOAD ou la Banque centrale et la commission de l'UEMOA. Chacune de ces institutions ont fait le point des mesures mises en place pour accompagner à la fois les États, mais également les entreprises et nos populations dans cette période difficile. Ça a été également une occasion pour les chefs d'État de faire le tour d'horizon des questions sensibles, notamment les questions liées à la sécurité, aux enjeux sécuritaires au sein de l'Union. Je pense qu'il faut retenir essentiellement à l'issue des différents échanges que, d'une part, les chefs d'État et de gouvernement ont pris la mesure des besoins de financement nécessaires et ont donné des instructions pour que nos institutions, que ce soit la BOAD et la BCAO, continuent d'appuyer nos États, mais pas seulement les États, mais également les entreprises et surtout nos systèmes financiers décentralisés, toutes les structures qui font de la microfinance, donc qui apportent donc du financement aux couches les plus vulnérables de notre population. Il a également été décidé de mettre fin provisoirement à l'application du pacte de convergence et de stabilité, donc suspension de l'application des critères de convergence. Vous savez qu'au niveau de l'UEMOA, nous avons ce document-là qu'on appelle pacte de convergence, par lequel nous nous imposons un certain nombre de critères en matière de gestion des finances publiques, que ce soit des limites en matière d'endettement ou également des limites en matière de déficit budgétaire. Donc, compte tenu de la situation exceptionnelle dans laquelle chacun de nos États sont aujourd'hui, la situation que nous traversons, il a été jugé, comme ce qui a été fait d'ailleurs dans la plupart d'autres pays, de suspendre provisoirement l'application de ces critères pour donner à chacun des États la capacité, toute la flexibilité nécessaire pour répondre efficacement donc, à cette crise. Voilà l'essentiel de, je pense, ce qu'on peut retenir de cette conférence. Et les effets du cordon sanitaire sur la vie économique, on en parle encore dans différents marchés de Cotonou et d'Abomey-Calavi. C'est la mévente et la hausse des prix des produits de première nécessité. Une de nos équipes est allée constater. Les femmes commerçantes nous parlent des difficultés qu'elles rencontrent. Des tonnes de tomates pourries, des millions de francs CFA perdus après le point hebdomadaire. Entre le prix d'achat et le prix de revient, un véritable casse-tête auquel sont soumis au quotidien les commerçants des différents marchés du Bénin. Et pour cause, les effets de la mise en œuvre du cordon sanitaire sur les activités économiques. Dans cette partie de Dantokwa, le plus grand marché du Bénin par exemple, les pertes sont en pleine progression. Nous avons accumulé des dettes. Je ne peux même pas tout vous dire. Depuis l'avènement du coronavirus, nous vivons avec des problèmes dans notre secteur. Nos marchandises sont restées sur les voies. Ce que moi j'ai acheté à 2 millions, à peine j'ai trouvé 500 000 francs CFA. Depuis qu'ils ont fermé les frontières, ils ont dit à la population de ne pas sortir. Vraiment, on ne sait même pas comment nous allons nous exprimer. On a des problèmes. Les tomates sont restées dans le marché, la mévente est arrivée de telle manière que nous sommes maintenant endettés et on ne sait même pas par où on va passer pour pouvoir payer ces dettes-là. D'un marché à un autre et d'une commerçante à une autre, le bilan des dégâts s'alourdit. C'est le cas chez ces revendeuses du marché de Kokokoji qui craignent déjà le pire. Même chose. Elle est dormi 4e jour. Pendant plusieurs jours, mes tomates sont restées sur la route à cause du cordon sanitaire. Sur une commande de 2 millions, j'ai pu récupérer 900 000 francs CFA. Nous sommes à Modokoyodia. Si je suis 55 000, je vais 15 000 le panier. Moi, je vends le piment et d'autres condiments. Les frontières sont fermées et nous ne voyons plus nos clients. Du coup, nous ne vendons plus. Qu'ils nous trouvent une solution. Comme les voitures ne passent plus entre certaines communes, si un client arrive aujourd'hui par exemple, il revient après une semaine. En dehors des vendeuses de tomates,
Les commerçantes d'autres produits de première nécessité sont frappées elles aussi de plein fouet par les conséquences du cordon sanitaire. Si au niveau de certains stands on cherche à rééquilibrer les prix, d'autres préfèrent éviter l'inflation. Tout est devenu cher, le piment, sésame, tout est cher à cause des nouvelles réalités. Que les gens arrêtent de penser que c'est par notre volonté que les produits coûtent cher. C'est depuis nos sources d'approvisionnement. Est-ce qu'on peut augmenter le prix? D'autant plus que les gens ne sortent pas. Augmenter ou pas, les gens ne sortent pas. Donc c'est resté comme ça. Et vous savez que la tomate est une denrée périssable. Quand elle commence par périr, pas pourrir du moins, ça vient un peu tard. Sur les 110 tonnes de tomates qui arrivent à Dantokpa, à peine 70 tonnes sont récupérées. Est-ce que vous voyez, si l'État peut nous accompagner, si l'État peut accompagner ces bonnes femmes-là, ce serait très bon. Elles sont en association. Face à cette situation économique qui vient plomber les activités génératrices de revenus, les femmes de différents marchés appellent les autorités au secours. Que les banques et les SFD trouvent le juste milieu des choses. En tout cas, nous faisons confiance à nos autorités. Le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture, eux tous n'ont qu'à arriver à notre secours. Parce qu'on n'a plus d'autres ressources. On veut voir le président même parce qu'on a assez de problèmes. Nous voulons voir Patrice Talon, les femmes de Dantokpa qui vendent la tomate là. Nous voulons le voir. On tient à le voir parce qu'il est notre poumon. Nous demandons à l'État de nous aider. Ailleurs, on fait des dons de vivres et des appuis financiers. Si chez nous aussi au Bénin, on peut nous faire la même chose, ce serait bien. De toutes les façons, les commerçantes ne désespèrent pas au vu de leur charge familiale. Mais elles doivent faire aussi face aux crédits contractés auprès des institutions de microfinance et des banques. En attendant la levée des barrières du cordon sanitaire, elles continuent de payer le prix d'une pandémie qui progressivement étouffe tous les secteurs économiques. Direction Porto-Novo, la capitale à présent. Nous nous intéressons à l'évolution des travaux de reconstruction des deux principaux marchés de la ville. 3 mois après la remise des sites à l'entreprise retenue, qu'en est-il de la reconstruction et du relooking de ces chantiers? Constat sur place avec Emma Rodonou et Thibaut Aroloubé. 9 hangars de 80 places chacun en cours de construction ici le long de la berge lagunaire de Porto-Novo. Il s'agit du site de relogement des commerçants et commerçantes du marché à Rwangbo qui seront bientôt délogés pour laisser place à la reconstruction du marché. Actuellement, nous sommes en train de construire le marché de relogement des occupants du marché de Rwangbo. Le marché de Rwangbo, on contient environ 700 occupants. Donc actuellement, sur ce lieu, nous avons au moins 700 places qui est destinées pour les occupants du marché de Rwangbo. Donc d'ici peu, le site sera libéré et nous allons commencer le relogement des occupants pour pouvoir commencer les travaux proprement dits. Sur le terrain, les concernés se réjouissent à l'idée d'avoir bientôt un marché flambant neuf en remplacement de celui qui les abrite en ce moment, vétuste et insalubre. Àwọn agbọmọdé tánà náà gbára mi dópẹ́ ni azɔn daho na ba ye ten président lɛ kpɔ de wiwa de kpekpe ma jɛ fi bɔ dɔmɔ emi na dzra ahɔn gbɔ tí a yi do kpɔn pèdè amade wa ka wa e dɔ dagbe mi na wa do xɔ gbɔn lɔ dagbe na sɔ nye tɔn. Pour ce que nous fait à Porto-Novo, on est content parce que bientôt le marché va quitter ici pour aller sur le boulevard qui va chez l'ancien président de l'Assemblée. Quand le maire est venu, le maire nous a dit que le marché sera modernisé. Il y a des hôpitaux, même avec des hangars bien faits. Et le marché sera un marché bien fait. Tout comme le marché à Rwangbo, le marché Wando bénéficiera d'une totale reconstruction. Plus de 6 000 occupants s'y bousculent chaque jour
Et pour leur relogement, ce sont 7 sites qui sont en cours d'aménagement dans les quartiers à Konaboué, Tokpota, Pogbomen et Wologede. Je suis vendeur de chaussures à Wando. Donc j'ai appris que le gouvernement veut nous faire partie d'ici. Ils nous ont dit qu'ils nous ont construit une maison à Wologede. Les clients qui nous connaissent ici, on ne sait pas s'ils vont savoir là où on est là-bas. Donc ça va nous jouer un peu, ça va jouer un peu sur nous. On ne sait pas comment faire. On le félicite encore pour le marché qui veut nous construire. Les sites ont été remis à l'entreprise le 13 janvier dernier et elle dispose d'un délai contractuel de 15 mois pour livrer les 2 marchés. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, commémore aujourd'hui, mardi 28 avril, la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Thème retenu pour cette édition, la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Je vous invite à suivre le message de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidja Toumatis, à l'occasion. Béninoises et Béninois, chères travailleuses et travailleurs, Mesdames et messieurs, selon l'OIT, environ 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur travail, à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, soit 5 000 personnes par jour. De plus, il se produit chaque année près de 268 millions d'accidents non mortels dans le monde et 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles. Au Bénin, les statistiques révèlent de 2007 à 2018 une moyenne annuelle de 878 accidents de travail, 2 maladies professionnelles et 9 cas de décès déclarés. Les données nationales proviennent de la Caisse nationale de sécurité sociale pour le secteur formel, mais ne prennent pas en compte les acteurs de l'économie informelle qui constituent plus de 85% du monde du travail dans notre pays. Le thème retenu pour le compte de cette année 2020 est la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Ce thème tient ses origines de l'adoption par la 108e session de la Conférence internationale du travail, de la Convention 190 sur la violence et le harcèlement au travail et sa recommandation 206. La violence et le harcèlement sont aujourd'hui de plus en plus considérés comme un risque dans la mesure où ils ont non seulement un impact sur les victimes, mais également affectent leurs collègues et l'environnement du travail en général, ainsi que les entreprises qui pâtissent des répercussions économiques et des difficultés d'organisation. Certains lieux de travail et des travailleurs qui exercent certaines professions sont plus exposés que d'autres à la violence. Il s'agit des personnels du secteur de la santé, ceux des points de vente au détail qui restent ouverts tard dans la nuit. Il s'agit aussi des enseignants, des assistants sociaux et des domestiques. Les femmes sont particulièrement menacées, étant donné qu'elles sont très nombreuses dans ces professions à risque. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les défis que nous devons ensemble relever restent entre autres l'intégration dans l'arsenal juridique béninois
des dispositions relatives à cette thématique et sa transposition dans les instruments législatifs et conventionnels du droit positif de notre pays. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail de cette année intervient dans un contexte particulier où sévit la pandémie de la COVID-19 qui met en danger la sécurité sanitaire sur toute la planète. Notre pays n'échappe pas à cette crise. C'est pourquoi le gouvernement a pris plusieurs mesures préventives pour contrer la propagation de cette pandémie à tous les niveaux, y compris en milieu de travail. Aussi, voudrais-je saisir l'occasion pour vous exhorter, dans l'intérêt de tous, à respecter scrupuleusement les dites mesures. Faisant foi à l'adage qui dit « Vaut mieux prévenir que guérir », je voudrais pour terminer vous exhorter à développer la culture de la prévention dans vos différents secteurs d'activité, tout en mettant l'accent sur la lutte contre la violence et le harcèlement en milieu de travail. C'était donc le message de la ministre du Travail et de la Fonction publique à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité au travail célébrée ce 28 avril. Et c'est avec cet élément que nous mettons un terme à ce journal. Toute l'équipe de la rédaction, de la réalisation et de la présentation vous remercie pour votre aimable attention. Merci de rester fidèle à la suite des programmes de Canal 3 Bénin.